Est-ce qu'on peut dire que dès la campagne d'Italie, il y a la naissance d'un mythe Bonaparte ? Oui, alors, c'est la naissance d'un mythe que lui-même crée. Hein. Jean Tullard a écrit dans son Napoléon et le mythe du Sauveur, la légende napoléonienne a été créée dans les plaines d'Italie. Et c'est vrai, Bonaparte a compris que l'opinion publique avait de l'importance, pas tellement le suffrage universel, mais l'opinion publique, que être connu, être reconnu lui serait utile pour la suite de sa carrière. À ce moment-là, elle est essentiellement militaire, donc il fait créer des journaux à l'armée d'Italie, il y écrit lui-même, et d'ailleurs il fait son propre portrait, Bonaparte sait tout, il voit tout, il frappe comme l'éclair, c'est lui qui a écrit ses phrases. Très tranquillement. Très tranquillement, il n'a pas de problème avec ça. Il fait réaliser ce tableau que nous voyons qui est Bonaparte au pont d'Arcole, où il est en train de charger apparemment à la tête de ses troupes, oui, comme le veut la légende, sauf qu'il était à cheval, qu'il est tombé dans des marais, qu'il a failli se noyer. Mais voilà, il commence à se faire connaître avec tout ça. Il y a d'ailleurs un des journaux qui s'appelle « La France vue de l'armée d'Italie », ce qui est très significatif, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux Français, lui, petit général, commandant une petite armée en Italie. Il a quel âge à ce moment-là ? Il a 27 ans au moment du début de la campagne d'Italie. En 1796 96, oui, et il va rentrer en France en 97 avec l'envie de faire de la politique, peut-être même de prendre le pouvoir. Et lui-même dira plus tard, j'ai compris que la poire n'était pas mûre. Et donc c'est pourquoi il va accepter cette campagne d'Égypte pour laisser mûrir la poire. Alors, Luc-Antoine, il y a certains épisodes de la campagne d'Italie. Bon, la campagne d'Italie, elle a marqué les esprits, c'est vrai. Ça a été brillant militairement, c'était quand même un grand succès. Mais il y a quand même des épisodes beaucoup moins glorieux que ce que la légende a imposé. Et Thierry Nels nous parlait tout de suite, du pont d'Arcole. C'était finalement beaucoup plus tangent que ce qu'on a bien voulu dire. C'était plus tangent dans le sens où, d'abord, militairement, ça a pris 2 jours et non pas une traversée et un sprint à travers un pont. Et en plus, la légende est vraiment là pour le coup, est plus une légende qu'une vérité, parce que d'abord, vous avez une première tentative qui est faite par Augereau à pied. Et en fait, c'est cette tentative c'est le scénario de cette tentative qui va être repris par Bonaparte à son nom. Et en plus, lors de il s'accapare le mérite. Oui, un petit peu. Et Bonaparte lui-même a quand même avancé sur le pont avec ses troupes. Alors à la tête, je ne sais pas exactement, parce que il est tombé, comme l'a dit Thierry Lenz, dans l'Alpon, je pense que la rivière c'était ça, ou les marécages. Et si vous voulez. Quand même, un de ses protégés, Muiron, est mort. Muiron est mort en voulant le protéger. Un aide de camp. Voilà, un aide de camp qui s'est interposé. Exactement, qui s'est interposé. Donc, il y a de la bravoure et du courage, mais il y a une adaptation de la réalité en un scénario beaucoup plus simple et qui parle plus aux foules. C'est ça. Alors, est-ce que on dit parfois, on dit même souvent, que c'est lors de la campagne d'Italie que Bonaparte prend conscience lui-même de tout ce qu'il peut faire ? Il dira sur le pont de Lodi, je me suis vu à travers les airs, la légende de Bonaparte. Est-ce que vraiment c'est à cette occasion que son génie se révèle objectivement ? Alors, son génie militaire, oui, incontestablement, puisque campagne d'Italie, avec une armée complètement secondaire, il va réaliser un des objectifs de la France depuis 1792, c'est menacer Vienne, pour obliger l'Autriche à faire la paix. Et puis, il va se rendre compte au fur et à mesure, et d'ailleurs, son entourage militaire va se rendre compte qu'il a une aptitude au gouvernement qui est certaine. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, il va gouverner le nord de l'Italie. Il va créer des institutions, il va faire lever des impôts, et il va maintenir l'ordre aussi, parfois de façon un peu brutale. Mais voilà, il apprend le pouvoir. On dit ça toujours, mais est-ce qu'il ne le savait pas naturellement ? Parce que tout ça se passe bien, puis il résiste au directoire, il arrive à imposer ses vues sur un certain nombre de choses. C'est probablement pour lui un grand révélateur, et c'est le révélateur aussi à Paris des qualités de ce général, parce qu'à Paris, on cherche toujours des solutions pour, reprendre en main le pouvoir, le rendre plus stable, etc. Il y a un homme qui repère ce jeune général, c'est Talleyrand. Et ils ne se connaissent pas, mais ils vont commencer à correspondre comme 2 vieux amis. Leur correspondance est très ouverte sur l'avenir. Ils parlent de constitution, ils parlent de réforme, etc. Et c'est là, probablement, que Bonaparte comprend qu'il peut se passer quelque chose. Donc, ce n'est pas uniquement, Luc-Antoine, ce prestige, cette aura de la campagne d'Italie, ce n'est pas seulement de la frime, ce n'est pas seulement de la propagande. Il y a quand même de très beaux succès
militaires et politiques qui sont ensuite amplifiés et magnifiés par la propagande, mais quand même un fond de vérité. Alors, il y a un fond de vérité sur tout ça. Il y a le fait que cette armée a défait 6 armées ennemies, alors que les autres généraux révolutionnaires n'ont pas eu le même succès en Autriche, etc. Et donc, il y a effectivement des succès. Et je pense qu'il comprend d'autant mieux qu'il a un avenir politique, peut-être, par les réactions à Paris. C'est-à-dire on lui fait des fêtes, et en même temps, certains essayent de se rapprocher de lui, mais un peu doucereusement, un peu faussement, etc. Et il comprend qu'en fait, les politiciens parisiens n'ont pas la stature que lui vient de se créer. Et donc, à partir de là, il va jouer, comme vous l'avez dit, ce n'est pas encore assez mûr, mais il va se passer maintenant un projet politique, oui. Alors, l'expédition d'Égypte, quand on lit les instructions que le directoire lui envoie alors qu'il est déjà sur place, ça paraît un peu extravagant quand même. Parce qu'on lui dit, oh bah, si les circonstances s'y prêtent, vous pouvez aller vers l'Inde pour faire alliance avec les Afghans et pour attaquer les Anglais dans le Bengale, je crois. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aller aussi vers Constantinople et puis vous revenez comme ça vers la voie terrestre. Ça paraît un peu démesuré. Oui, c'est un projet qui au départ était bien cadré, c'est-à-dire qu'il fallait couper la route des Indes de 2 façons. D'abord la route terrestre, et puis surtout la route maritime, parce que dans les instructions de Bonaparte, il y a non pas la création du canal de Suez, comme on le dit parfois, mais il y a la création de ce qu'ils appelaient un double port, c'est-à-dire 2 ports pas très éloignés, un sur la mer Rouge, un sur la Méditerranée, telle sorte qu'on puisse à la fois commercer, et puis que les bateaux français, protégés par la mer Rouge, puissent couper la route des Indes aux bateaux anglais. Alors, c'était un vieux projet, hein. C'est pas Bonaparte qui l'a inventé, on en avait parlé, dit-on, sous Louis XIV, mais on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, depuis le début de la Révolution, on en parlait souvent. C'est-à-dire comment faire du mal aux Anglais, comme on ne peut pas débarquer en Angleterre, il faut tuer leur commerce. Mais comment on se lance dans une aventure pareille avec un projet qui est quand même assez flou ? Oui, c'est un projet flou qui, d'abord, a représenté de grandes difficultés pour stabiliser le pays, parce que certes, la victoire militaire a été facile, mais après, il a fallu tenir ce pays où on avait déclaré le djihad contre les Français, où les Turcs envoyaient des armées pour les en chasser. Bon, alors c'est vrai qu'une fois que tout ça a été stabilisé, il y avait pas de suite. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte rentre, hein, parce qu'il se dit, je ne vais pas être un soldat de plus ensablé en Égypte. Alors justement, Luc-Antoine, est-ce que là, pour le coup, la propagande n'a pas une part bien plus forte encore qu'en Italie? Parce que là, il s'agit quand même de masquer un échec militaire. Voilà, il y a quand même un échec, il y a un grand échec naval, et en fait, Bonaparte sait qu'il ne pourra pas il ne pourra pas profiter des résultats militaires cette fois-ci. Et en plus, il sait que le directoire, je ne sais pas si c'est par sa correspondance avec Talleyrand à l'époque, ils ont correspondu pendant l'Égypte, mais il sait que le directoire est de plus en plus faible politiquement. Donc là, il sait qu'il y a une ouverture vers le pouvoir et qu'à partir de là, il faut tout de suite rentrer. Il juge que c'est beaucoup plus utile que de chercher par tous les moyens un bon bilan en Égypte. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas l'air, les Français n'ont pas l'air de lui faire grief d'abandonner son armée. Il part au moment de la victoire, c'est-à-dire qu'il part après la bataille terrestre d'Aboukir, où il n'y a plus de danger, l'Égypte est française. À ce moment-là, la bataille terrestre d'Aboukir, il bat à plat de couture les Ottomans. Les Turcs, alors il la rejette à la mer au sens propre, hein, puisque c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand il va rentrer, d'abord les nouvelles ne passent pas toutes. On pense qu'il y a 10% des bateaux qui sont passés pour apporter des nouvelles. Donc on sait vaguement qu'il y a ces victoires. En plus, il a choisi des noms, les pyramides, le Mont Tabor, ça fait rêver. Ça fait rêver des noms bibliques dans certains cas. Et donc, quand il arrive en France, effectivement, les gens sont convaincus qu'il est le grand conquérant de l'Égypte. Hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, les Napoléoniens eux-mêmes ont mis très très longtemps avant d'admettre que sur le plan militaire, c'était un échec absolu, puisque l'armée, rappelons-le, se rend aux Anglais en 1801. Sachant qu'en plus, lors de cette expédition... L'armée de l'expédition d'Égypte. Oui, l'armée, mais il avait aussi maîtrisé la communication de cette armée. Donc là encore, des textes, des tableaux. Il avait emmené le peintre Gros, donc il y a lui qui déambule dans les rues, etc. Il maîtrisait tout à fait la communication. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Oui. Alors après, il revient. Il y a donc bien sûr le coup d'État du 18 Brumaire, fin 1799. Il devient
premier consul. On ne peut pas entrer dans tous les épisodes. Alors, il y en a un qui a marqué les esprits, c'est l'exécution du duc d'Enghien, ou l'assassinat, si on prend le vocabulaire, des adversaires de Napoléon. Est-ce que Thierry Lens, le fait qu'il ait été exécuté, le duc d'Enghien, dans les fossés de Vincennes, de façon pas glorieuse, après une parodie de procès, est-ce que c'est imputable à Bonaparte ? Alors, ma thèse à moi, c'est oui. C'est-à-dire que Bonaparte a besoin de l'exécution d'un prince du sang. Alors, on ne peut pas attraper le comte d'Artois, qui est... Vous savez que là, il y a une grande conspiration, on dit qu'il y a un prince derrière tout ça. C'est probablement le comte d'Artois, le futur Charles X. Il est en Angleterre, on ne peut pas aller l'arrêter. Et puis, il y a ce duc d'Enghien, qui n'est pas non plus une petite brebis égarée entre les griffes du tigre Bonaparte. Il conspire. On connaît sa correspondance où il veut s'en prendre physiquement au premier consul, et ainsi de suite. Donc, il a un peu l'imbécilité, mais d'habiter à 10 km de la frontière française. Bon, c'est en 2 coups de cuillère à peau, on va l'enlever et on le ramène à Paris. Il est au pays de Bade, c'est ça ? Voilà, et il est jugé, condamné et exécuté, mais comme des dizaines d'insurgés de l'Ouest qui n'étaient pas ducs d'Enghien, descendants de Condé, l'ont été. Et Bonaparte en a besoin parce qu'on est en plein dans la manœuvre de la proclamation de l'Empire, et il a besoin des républicains. Il faut qu'il donne des gages aux régicides. Voilà. Et d'ailleurs, tant et si bien que les républicains s'opposaient à la proclamation de l'Empire jusqu'au 21 mars, date de l'exécution. 3 semaines plus tard, c'est un homme de Fouché, donc un ex-jacobin, qui monte à la tribune, qui va à la tribune du tribunat et qui réclame la proclamation de l'Empire. Donc vous êtes d'accord avec Chateaubriand ? Parce que c'est ce qu'il dit, Chateaubriand. Bien sûr, il dit qu'il y a une alliance entre les régicides, les gens qui ont voté la mort de Louis XVI en 1793, et Napoléon, et pour que Napoléon devait leur donner un gage pour montrer que lui aussi, il brûlait ses vaisseaux, il n'y avait pas de marche arrière, de main tendue aux Bourbons possible. Alors, il leur donne un gage, mais c'est tout. Parce qu'après, il ne va pas renvoyer l'ascenseur, il va pas, etc. C'est juste pour forcer le moment de la proclamation de l'Empire, il a besoin d'eux. Donc il leur donne ce gage-là. Et je veux dire, ça fait 200 ans qu'on pleurniche sur le sort du duc d'Enghien, mais rappelons-nous que c'est un Condé, et que les Bourbons, Louis XVIII et même Charles X, se sont dit, au fond, voilà ce qui arrive aux Condés, qui ont quand même sans arrêt fait la lutte contre la monarchie. Dans les générations d'avant. Oui, bien sûr, mais enfin voilà. Dans les générations d'avant, à l'époque de la Fronde. Alors, bon, donc voilà, on est en 1804 désormais, on va au galop. Napoléon est désormais empereur fin 1804, et il y a ces guerres qui vont paraître, qui à nous paraissent interminables. Alors, certaines sont brillantes, évidemment, il y a Austerlitz, et un certain nombre de victoires remarquable, d'accord, mais est-ce que vous, Luc-Antoine, vous diriez que d'abord il y a eu des objectifs raisonnables et puis que petit à petit il y a eu la folie des grandeurs chez Napoléon, qu'il y a eu une dérive absolutiste, ou est-ce que vous êtes plutôt bienveillant en disant que il a été prisonnier des circonstances ? Alors là, c'est une immense question que je ne laisserai qu'à des grands spécialistes de Napoléon, mais je pense que, c'était un général de la Révolution qui a ensuite proclamé l'Empire, qui est arrivé à 134 départements et qui ensuite a fini par ne plus avoir peur de personne. Rappelons pour les jeunes qui nous regardent, l'allusion que vous faites, c'est qu'à un moment, la France avait annexé tellement de territoires, la Belgique, la Hollande, le nord de l'Italie, qu'on est arrivé à 130 départements. Et il y avait, paraît-il, un département, Bouches du Tibre, chef-lieu, Rome. Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est pas une blague. Rome était une simple préfecture. Département Bouches du Tibre, chef-lieu, Rome, ça fait rêver, mais ça n'a duré que quelques années. Pardon, je pense que c'est un mélange de ça, mais encore une fois, c'est une immense question, et des circonstances, du revers du tsar, de l'absence de résultats contre la Grande-Bretagne, qu'il force à aller toujours plus loin pour stabiliser. Il y a une chose qui ne l'a pas fait arrêter, en revanche, il faut le mentionner, c'est la naissance de son fils, parce qu'à partir de là, quand il a un fils légitime qui naît, il aurait pu se dire que... C'est quand, c'est 1810 1811. Et en fait, ça peut être, si vous voulez, le fait que... Enfin, pour lui, ça peut être la stabilisation. Vous voyez, la stabilisation dans le temps. Mais il a préféré affronter l'espace et conquérir l'espace et le monde. Et alors, je me tourne vers vous, Thierry Lens. Est-ce qu'il y a une dérive absolutiste à un moment chez Napoléon ? Il fait arrêter le pape. C'est pas bien de faire arrêter le pape. Oui, vous savez, on peut bien sûr, il faut en parler évidemment, mais ça montre aussi la complexité de tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois il y a cette action, j'arrête le pape,
Mais si on essaye d'aller en chercher les causes, on se dit, bon, au fond, ça fait partie d'une lutte entre deux entités, et puis il y en a une qui gagne provisoirement sur le pape. Mais pour répondre plus simplement à votre question, oui, il y a une dérive après 1807, c'est-à-dire après la paix avec la Russie, qui est la fin des guerres de la Révolution. C'est vraiment 1807. Donc c'est après la bataille d'Eylau. Après la bataille de Friedland, oui, le 14 juin 1807, la Russie demande la paix. C'est Tilsit, c'est l'entrevue de Tilsit. L'entrevue de Tilsit. Les deux empereurs se rencontrent, on signe un traité de paix, et là, Napoléon est en paix avec le continent. Et il a plein d'options, il a plein de choix à faire, et il va faire les mauvais choix. C'est-à-dire toujours les choix qui vont être le mouvement vers l'avant, l'agrandissement de l'Empire. Et pourquoi Pourquoi il fait ces mauvais choix? C'est un peu comme tous les grands hommes. Il croit que plus rien ne peut lui résister. Il est vrai aussi que rien ne lui a résisté jusqu'à ce moment-là. Et ça va durer encore 5 ans. La bataille d'Eylau a quand même été sanglante. Elle a été sanglante. C'est là que le colonel Chabert, d'après Balzac, tombe dans un charnier. Oui, une bataille meurtrière. Alors là aussi, par exemple, dans le film dont vous parliez tout à l'heure, ils font défiler des chiffres de morts à la fin du film. Bon, tous les chiffres sont faux, évidemment. On sait très exactement qu'il y a eu 4200 morts français à la bataille d'Eylau. Ce qui, pour l'époque, était beaucoup. Mais c'est quand même important de le rappeler, ça donne un ordre de grandeur. C'est pas 14-18, quand même. Non, c'est pas 14-18. Et toujours, pour reparler de ce film, Waterloo, ils sortent des tranchées pour aller à l'assaut. Bon, il faut pas exagérer. On pense que les guerres napoléoniennes ont fait, pour ce qui concerne la France, entre 800 000 et 1 million de morts en 15 ans. C'est quand même gigantesque. Voilà. C'est gigantesque, mais la guerre de 30 ans fait 12 millions en Europe, la guerre de 7 ans, 1,5 million. On est dans les chiffres de ces guerres longues de cette époque-là. Oui, mais là, c'est 1 million de Français pour 28 millions d'habitants. Oui, alors si on compte les départements annexés, vous avez on est raison. à 44. Vous avez parce qu'ils sont mobilisés, il y a des conscrits, évidemment. Pas dire, mais vous savez, la guerre a toujours fait des morts, et elle a longtemps été un moyen de régler les différends internationaux. Bien sûr, mais est-ce qu'on sait, Luc-Antoine, si les Français acceptent des pertes aussi élevées longtemps? Il y a des réfractaires, quand même. Il y a des réfractaires, il y a des gens qui... Il y a des paysans qui se cachent pour échapper à la conscription. Et puis vers 1813, la fatigue est quand même là dans le pays. Oui, et notamment juste après, lors des 100 jours, il n'y avait pas vraiment de soutien populaire à Napoléon. Il y avait une forme d'attentisme, parce que la Restauration n'avait pas entraîné les foules non plus. Le roi Louis de Visite n'était pas une figure que les gens ni connaissaient ni admiraient. Mais il y a effectivement une sorte de lassitude avec cette coalition perpétuelle contre la France. Et les Français sont un petit peu... si vous voulez, ils se sont enthousiasmés. Ceux qui l'ont vu sur leur chemin, quand il est revenu de l'île d'Elbe, se sont forcément enthousiasmés. Donc début 1815. Voilà, mais il a quand même abdiqué une deuxième fois après ces 100 jours, parce qu'il a bien vu que dans la nation française, le soutien s'était étiolé. Voilà, et il abdique à l'Élysée, le seul événement historique véritable qui ait eu lieu à l'Élysée avec la mort du président Félix Faure. Et dans la même Félix pièce, donc vous voyez... c'est vrai, c'est dans la même pièce? Oui. Ah bah dites-moi. C'est le fameux salon d'argent qui est dans les appartements privés aujourd'hui du président de la République. Et alors, est-ce que vous pensez que les 100 jours, les historiens n'aiment pas refaire l'histoire, ça fait pas sérieux, mais nous on peut se l'autoriser, on est journalistes. Bon. Est-ce que ça aurait pu marcher les 100 jours? Le retour de Napoléon en 1815, est-ce qu'il aurait pu négocier quelque chose avec l'Europe des rois? Non, sincèrement non. Comme il vient d'être dit, il n'a pas de soutien populaire. Il y a 3 élections pendant les 100 jours, il les perd toutes les 3. Municipales gagnées par les royalistes, législatives gagnées par les libéraux, et le plébiscite, les gens ne vont pas voter. Donc, voilà. En effet. Et, alors, pardon, je vous en prie. Passons maintenant à la légende napoléonienne après sa mort. Donc il est à Sainte-Hélène de 1815 à 1821, il meurt en 1821. Et au début, ce qui est assez étrange, c'est que la mort ne paraît pas bouleverser les Français. On prête à Talleyrand ce mot, ce n'est pas un événement, c'est une nouvelle. C'est-à-dire, bon, voilà... Je pense qu'il y a eu autant de sentiments à l'occasion de cette nouvelle, de cette information, que de Français. Mais je pense qu'il n'y a pas eu effectivement de mouvement populaire parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de bonapartisme. Vraiment, politique. Enfin, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais c'est au stade embryonnaire. Ça naît quand? Ça naît plutôt après la publication du mémorial de Lascazes. C'est quand?
en 1823, 2 ans après. Mais en revanche, c'est assez rapide. Il y a quand même beaucoup de gens qui, le soir, ont mis dans leur mémoire, je pense notamment à Horace Vernet, dont il y a une exposition bientôt à Versailles, qui a arrêté sa pendule et qui ensuite a peint l'empereur, a imaginé l'empereur, etc. Il y a eu quand même des fils de soldats de la Grande Armée, il y a eu beaucoup de jeux. J'imagine qu'il y a eu quand même une émotion populaire chez les gens qui avaient vécu un peu du périple et de l'épopée napoléonienne. En revanche, ce n'est pas un événement politique, c'est vrai. Est-ce qu'on est déformé parce qu'en fait, c'est les élites locales qui avaient tourné les élites du temps avaient tourné la page, donc c'est à eux qu'on se réfère. Totalement. C'est la thèse de Jean Tullard. Hein. Oui. Les bourgeois abandonnent toujours l'homme providentiel une fois qu'ils s'en sont servis. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Napoléon. Et alors, comment expliquer son retour en grâce posthume ? Alors, le mémorial de Sainte-Hélène, essentiellement, qui est un ouvrage qui est paru donc en 23, qui est un ouvrage probablement, mais c'est pas notre sujet, un peu arrangé par Emmanuel de Lascaz, l'auteur qui fait parler Napoléon, etc. Rappelons simplement que c'était quand même un des fidèles qui était avec lui à Sainte-Hélène, et il raconte la vie, les dernières années. Voilà. Et ça lance quelque chose d'essentiel, c'est une véritable alliance entre les libéraux et les bonapartistes à ce moment-là. Enfin, les gens qui deviennent bonapartistes après tout ça. Et là, on veut dire, pour la monarchie restaurée, c'est trop pour elle. Parce qu'en plus, Louis XVIII meurt, Charles X monte sur le trône, il est réputé, même pas conservateur, mais réactionnaire. Donc on s'unit contre ça, contre ce danger-là, et ça va faire boule de neige avec les mémoires, le romantisme, les chansons. C'est ça. Et alors, dans Le Rouge et le Noir, Stendhal montre le jeune Julien Sorel qui lit le mémorial de Sainte-Hélène. Hein, au début de son roman, ça le fait rêver. Ça fait rêver tous les ambitieux au XIXe siècle qui imaginent espèrent avoir le même destin. Alors, il y a un autre épisode célèbre, c'est le retour des cendres, Luc-Antoine, le retour des cendres de Napoléon en 1840. Donc là, c'est plus les Bourbons, c'est Louis-Philippe qui est sur le trône. Il est entouré d'anciens généraux de Napoléon et il se laisse convaincre. Oui, de faire revenir. Il se laisse convaincre que c'est une bonne stratégie politique que de continuer à faire sien l'héritage napoléonien. Il pense que la gloire napoléonienne va ressortir en bonne opinion pour lui et sa politique. Et effectivement, il est entouré d'anciens grognards, d'anciens maréchaux, d'anciens généraux, etc., enfin d'anciens officiers ou proches de Napoléon, ou des gens qui l'ont croisé. Et il va être assez facile de faire voter, de demander ce retour de cendres. La Grande-Bretagne va accepter très facilement. Et c'est le prince lui-même, le prince de Joinville, le fils de Louis-Philippe, qui va aller chercher ce cercueil. Ça fait une cérémonie grandiose, il y a beaucoup de monde, ça fait quoi, 1 million de Français ? 1 million de Français sur les Champs-Élysées. 1 million de Français. Victor Hugo a raconté ça en détail dans Chose Vue, dans son journal de l'époque. 1 million de Français rapportés à la population, c'est gigantesque. Oui, ça a été, et sans compter ceux qui étaient sur le chemin, c'est-à-dire le cercueil a remonté la Seine depuis Le Havre jusqu'à Paris, et là, on raconte que les berges étaient noires de monde, et surtout, Louis-Philippe l'avait pas prévu, c'est qu'on criait « Vive l'empereur » au passage du cercueil. Et alors, il y a quand même des gens qui s'étaient inquiétés, je pense à Lamartine, qui avait fait un discours à la Chambre des députés en disant « Attention, ça va réveiller les passions ». C'est pas forcément une bonne idée. Guizot, qui était ambassadeur en Angleterre au moment où on a demandé les cendres, était, vent debout. Mais c'est Thiers qui était président du Conseil à ce moment-là et qui lui était, il n'était pas bonapartiste pour dessous, mais il était napoléonien. Alors, il y a un mot, messieurs, ce sera ma dernière question, sur le legs de Napoléon. Il y a toute une tradition intellectuelle qui dit que on est malade de l'homme providentiel en France. On attend l'homme providentiel pour surmonter nos divisions et beaucoup considèrent que c'est un mal qui nous vient de Napoléon, l'homme providentiel par excellence, et que finalement ça nous handicape parmi les autres démocraties. En tout cas, ça nous singularise. Est-ce que vous pensez, Luc-Antoine, qu'il y a un peu de vrai là-dedans ? Oui, sûrement qu'il y a un peu de vrai parce que, effectivement, dans les temps troubles, on s'en remet plus à une personne. L'antiparlementarisme s'est toujours assez bien porté en France dans ces moments-là particulièrement. La Constitution actuelle repose sur un personnage majeur qui est le président de la République. Donc, l'opinion, quand il réfléchit dans le cadre de la Constitution de la Ve République, a tendance à toujours chercher l'homme qui va changer, etc.
Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça nous handicape sur certains aspects? Je ne sais pas. C'est peut-être notre manière de faire et c'est dans nos gènes nationaux. Et Thierry Lenz, qu'est-ce que vous en pensez? On est malade du pouvoir personnel, comme disait la gauche dans les années 60? Non, parce que bien sûr, on accuse toujours un membre de l'exécutif, on va dire un peu énergique, de vouloir la dictature. Mais enfin, nous sommes en régime parlementaire et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus d'homme providentiel, parce que l'homme providentiel, il a besoin d'avoir un pouvoir, on va dire, relativement libre. Regardez ce qui s'est passé. Mais vous savez, Napoléon, c'est le même phénomène que De Gaulle, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt se référer à lui, dire que c'était comme ça qu'il fallait faire, etc. Puis on ne le fera jamais, parce qu'il faut une solide majorité, un vrai courage, et puis un peu de temps aussi. C'est ce qui... Alors tous les bricolages de notre Constitution amènent à anéantir les conditions. Parce que en revanche, en 58-62, pour un De Gaulle, Napoléon, c'est une figure très positive. Oui, alors, il n'aime pas trop. Hein, il n'est pas très napoléonien. Il est réservé. Il trouve qu'il y a eu trop de morts par rapport au bilan positif. Voilà. Dans ses écrits de l'entre-deux-guerres. Mais enfin, au plan institutionnel... Oui, il est bien sûr. Et il réforme la France. Alors, je pense beaucoup moins que sous le Consulat, parce qu'on ne part pas de rien. Oui. Mais quand même, son année, ses mois de président du Conseil de la 4e République, il ne faut jamais l'oublier. Oui, réformateur. Et puis le début de la 5e sont des réformes inouïes. Merci, messieurs. L'émission s'achève malheureusement. Napoléon nous poursuit, Napoléon nous hante. Il a marqué profondément la France. Son empreinte est présente partout autour de nous, en bien ou en mal, selon les points de vue. Merci en tout cas, Thierry Lenz. Merci, Luc-Antoine Lenoir. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.